Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans la cage, votre podcast d'arts martiaux mixtes. Benoît Baudouin en compagnie de Pat Côté. Pat, en forme? Très en forme, mon Ben, toi. Yes, on s'est même pas appelé d'ailleurs pour le look. Je pense qu'on les moins 30 qu'on a connus cette semaine nous ont marqué. Les deux en dedans avec notre chic. OK, merci à tout le monde d'être là. Merci Pat aussi. Grosse émission pour vous aujourd'hui, bien sûr. 2022 a commencé en force à l'UFC avec un gala de la semaine passée entre Giga Chikadze et Calvin Kattar. Il y a eu d'autres combats, mais c'est vraiment la finale qui a retenu l'attention. On va revenir sur ce gala-là, le premier de l'année. Et là, tout de suite, on passe vraiment aux choses très sérieuses. Cette fin de semaine, UFC 270. Quel gala en perspective. Les ceintures sont en jeu. Un Québécois qui sera également de la partie. On va mettre la table également pour le gala et parler de, comme d'habitude, l'actualité dans les arts martiaux mixtes à la fin de l'émission. Mais revenons, Pat, si tu le veux bien, sur le gala d'en fin de semaine. On était tous les deux sur les ondes de RDS2 pour faire la description et l'analyse. Calvin Kattar, impressionnant, très, très impressionnant. Après un an d'absence contre un dur combattant, un kickboxer de très haut niveau en Giga Chikadze. Il est allé chercher la victoire, Kattar, mais commençons par lui donner le crédit. Là. Son plan de match était tout simplement parfait et l'exécution était parfaite. La pression qu'il a mise sur Chikadze a vraiment changé la donne. Absolument, c'est ça qui a fait complètement la différence. Écoute, je pense qu'il a fait, on appelle ça un blueprint, là. Je pense qu'il a montré exactement comment battre Chikadze, que le monde avait tellement de difficultés à se battre contre lui. Quand tu te bats contre quelqu'un qui a vraiment des bons coups de pied, il faut que tu le fasses reculer. C'est ça qu'il a fait. Mais il faut que tu sois prêt à payer le prix quand même, hein, parce qu'il s'est fait toucher solide quand même. Il a décidé d'avancer. L'amener au sol au premier round, je pense, ça a peut-être mêlé un petit peu Chikadze aussi, parce qu'on a vu sur son dos, Chikadze n'est pas très, très solide. Là. Il ne faisait pas grand-chose. Ça l'a peut-être mis en doute dans ses attaques. Et finalement, quand tu es sur le pied de reculon, c'est dur de frapper en puissance, c'est dur d'avoir le contrôle du combat. Kattar, moi, ce que j'aime beaucoup de Calvin Kattar, c'est que c'est au niveau de son mental. Son dernier combat, il s'est fait complètement démolir dans sa plus grande force. Et ça aurait pu complètement changer l'issue de sa carrière. T'sais, au niveau mental, au niveau confiance. Et il est revenu avec toute une performance face à un des meilleurs kickboxers, un des meilleurs combattants debout de la division. Et là, après ça, c'est sûr que Chikadze a dit « Je bats Kattar 9 fois sur 10 ». C'est plate, mais c'était à 10e, ça. Là. Je veux dire, moi, des excuses, j'ai bien de la misère avec ça. Là. Ou des choses comme ça après, là. T'sais, je veux dire, c'est facile de dire ça quand tu t'es fait brasser pendant 5 rounds, tu n'as même pas gagné un round. T'sais. Fait que, je trouve ça ordinaire de dire des affaires de même. Je suis d'accord. Parce que Kattar, d'après moi, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Et maintenant, je ne veux pas dire que ça va être plus facile, mais maintenant, le monde a la solution, a la clé pour ouvrir la porte sur la victoire de Chikadze maintenant. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Les excuses. Tu sais, garde-toi une petite gêne. Là. C'était pas particulièrement serré, là, ce combat-là. Ça a été une... Oui, les statistiques, tu en as glissé un mot. Là, c'est quoi? 400 coups lancés par Kattar, 350 quand même par Chikadze. Les deux ont touché à peu près à 35% d'efficacité. Donc oui, c'est vrai que Kattar a absorbé des coups, mais rien... On parle du nombre, mais rien également en termes de puissance comparativement à ce que Chikadze, lui, a encaissé. Et on regardait les deux gars après le combat. C'était assez évident de savoir qui avait gagné, qui avait fait le plus de dommages. Il a neutralisé le fameux Giga Kick aussi. Là, en début de combat, Chikadze voulait l'imposer, il a lancé souvent son gros coup de pied, que ce soit dans les jambes, que ce soit au corps, que ce soit tentative à la tête également. Mais ce fameux coup de pied qui a raté, Chikadze s'est retrouvé en déséquilibre au sol.
ça a vraiment, et à partir de ce moment-là, c'était du cater à 100%. Donc, neutraliser le style et neutraliser l'arme principale de Chikadze, Cater a tout fait ça. Là. Ben, c'est en mettant de la pression. Je me répète, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Quand on affronte un combattant qui a des coups de pied et qui est très à l'aise, ben, tu le fais reculer. Puis après ça, ben, on voit si un combattant est unidimensionnel ou pas. Malheureusement, là, ce qu'on a vu de Chikadze, quand il enlève une arme, son arme principale, je veux dire, oui, il a démontré qu'il avait une bonne résilience, une bonne résistance. Il a fini jusqu'à la fin. Il a une bonne mâchoire. Mais il n'a jamais été capable de changer le rythme du combat. Tandis que Cater, au sol, il a amené le combat au sol. On voit qu'il est capable de faire des choses au sol. On voit qu'il est capable de se battre au sol. Chikadze, pour changer le rythme, je veux dire, il aurait peut-être pu essayer d'être dans le clinch, essayer de travailler au corps à corps, ralentir le rythme de Cater. Il n'a jamais été capable de ça. Donc, quand tu n'es pas capable de faire ça, si quelqu'un te met beaucoup de pression, il faut que tu sois capable de gripper à quelque part et être capable de travailler sur de la lutte défensive, au pire, juste pour ralentir le rythme. Lui, il n'est pas capable de faire ça. Donc, ce que je me dis, c'est que, OK, là, on vient vraiment de l'exposer, là, vraiment, toutes ses faiblesses sont sorties dans un seul combat. Et maintenant, le monde va savoir comment abattre Chikadze. Est-ce que Giga Chikadze pensait trop à un potentiel combat de championnat? Son nom, toute la semaine précédant le combat, son nom a été mentionné comme adversaire potentiel d'Alexander Volkanovski. S'il avait battu Cater assez rapidement, pas pris trop de dommages, il aurait pu revenir rapidement en combat de championnat au mois de mars à l'UFC 273, au mois d'avril plutôt. Et il en a parlé en entrevue également à Chikadze, là, de dire je suis fâché contre l'UFC, je suis fâché contre Volkanovski d'avoir pris le combat contre Korean Zombie alors que c'est moi qui l'aurais mérité, tout ça. Ça donnait vraiment l'impression qu'il pensait par-dessus Calvin Kattar. Est-ce que ça a pu lui jouer des tours? Absolument. C'est l'impression qu'on a eue avant le combat. Il disait qu'il se mettait beaucoup son emphase sur Volkanovski, sur Korean Zombie. Il disait que Volkanovski prenait des combats faciles. Et là, Volkanovski, c'est sûr qu'il a répliqué là, après qu'il ait vu ce combat-là. Après qu'il ait vu ce combat-là, je veux dire, il dit imagine ce que moi j'aurais fait à la place de Calvin Kattar. Ça aurait été encore 2 fois pire. Effectivement. Est-ce que ça a joué? En tout cas, je reviens à l'humilité de Chikadze. C'est un combattant que j'adore et il avait réussi des performances incroyables à ses dernières sorties, mais j'aurais préféré un gars qui donne le crédit à Calvin Kattar plutôt qu'un gars qui essaie de se trouver des défaites. Mais regarde, ça c'est peut-être son style et sa personnalité. Calvin Kattar, il était déjà 5e dans les classements. Je ne sais pas s'il va monter. Le haut de la division est assez relevé. Merci. Là. Je vais les chercher d'ailleurs pour les avoir devant moi, là, les classements. Mais bon, on sait que le champion, c'est Volkanovski. Max Holloway, malheureusement blessé, qui est l'aspirant numéro 1. On pense peut-être à un gars, Kattar contre un gars comme Yair Rodriguez, un gars comme Brian Ortega, peut-être aussi, là, qui revient d'une guerre contre le champion. Qu'est-ce que tu penses que Kattar va vouloir faire? Qu'est-ce que tu penses que l'UFC va vouloir faire avec Calvin Kattar? Ben, je pense que tu as raison. Là, soit contre ces deux gars-là, c'est sûr qu'on a vu que contre Max Holloway, c'était pas une bonne soirée pour lui, mais je veux dire, Max Holloway, on connaît son style. Il n'a pas été capable de garder Max Holloway à distance. Il s'est fait toucher solidement. Fait que je pense pas que ce serait une bonne idée de faire un combat revanche. Donc, oui, moi, je vois très bien je le verrais bien contre Yair Rodriguez. Contre Brian Ortega, ça dépend toujours s'il est capable de rester debout. Mais contre ces deux gars-là, je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix là, pour Calvin Kattar. C'est ces deux-là où il va attendre, mais je pense qu'on devrait faire ça. Avec une performance comme ça, par exemple, il vient de solidifier sa place dans le top 5. Là, je veux dire, il fait partie des 5 meilleurs de cette division-là. On a vu quand il a affronté le meilleur qui n'est pas champion, à Max Holloway, qu'est-ce qui est arrivé aussi. Fait qu'il reste encore beaucoup d'étapes, même si dans le top 5, on voit que la différence entre lui qui est 5e puis lui qui est aspirant numéro 1 ou numéro 2, il y a une maudite différence là, entre lui et Max Holloway. En tout cas, si on se fait au dernier combat. Donc, peut-être monter les échelons, je vais dire tranquillement, mais pas vraiment, je veux dire que tu te battes contre Yair Rodriguez, Brian Ortega, Max Holloway, ça va être dur de toute façon. Ouais, rendu là, c'est ça. C'est Volkanovski champion, Max Holloway premier, Ortega 2e aspirant, Yair Rodriguez toujours 3e, Chan Sung Jung de Korean Zombie 4e, qui va se battre pour le titre, lui, bientôt. Après ça, on a Kattar, Josh Emmett et Arnold Allen.
Et là, pour Giga Chikadze, ben, c'est peut-être ces gars-là. Là. Puis sinon, si on va en bas, Danny Gay, il a déjà battu Edson Barboza toutefois. Donc, il y a des... Pour Chikadze, c'est pas non plus... En tout cas, corrige-moi si je me trompe, Pat, mais c'est pas la fin du monde dans le sens où ça a été un bon combat, ça a été... Il a perdu tous les rounds, mais il a montré quand même beaucoup de cœur et de volonté, de résilience. Ça demeure un très bon combattant. Il va pas vraiment, je pense pas qu'il va sortir du top 10 ou en tout cas baisser trop dans les classements. C'est juste qu'il a vraiment descendu une marche. Là. Il n'est pas descendu en bas de l'escalier. Ouais, ben ça dépend comment ça va le prendre au niveau de l'humilité. Là, je veux dire, tout de suite, il sort et il dit qu'il battrait 9 fois sur 10 Kattar. Tu t'es fait dominer, là, mon gars. Non, c'est donc, ça. Regarde ce qui est arrivé dans ce combat-là. Regarde qu'est-ce qui n'a pas bien été. J'espère qu'il y a du monde autour de lui qui va être capable de regarder ça et de dire, regarde, tu t'es fait exposer solide. Là, il faut vraiment travailler sur tes faiblesses. Il parlait beaucoup, je pense que c'est au niveau de l'orgueil là, que ça va leur fait descendre pas mal. C'est une défaite qui est dure à prendre, même s'il n'y a pas de l'air à prendre à trouver ça si dur que ça, parce qu'il dit que ça avait été pas un coup de chance, mais une bonne soirée pour Kattar et une mauvaise soirée pour lui, mais je veux dire, it is what it is. Tu peux pas projeter ta carrière en faisant des affaires comme ça, en disant des choses comme ça. Quand le combat arrive, puis je dis tout le temps la même chose, t'as bien beau être 1 million contre 1 sur papier au niveau des odds, quand la cloche sonne, ben, ça vient 50-50. C'est qui va être capable de performer dans le temps et lieu que le combat arrive. Puis ce soir-là, ben, Kattar, écoute, il est passé à travers. Là, puis c'est lui qui est sorti grandi de ce combat-là. Tout à fait. Et grosse victoire pour lui, je le rappelle, après 1 an d'absence. Il avait juré qu'il allait tomber par en avant après sa défaite contre Holloway. Il avait dit oui, je suis tombé, mais je suis tombé par en avant. Je vais quand même grandir de ça et m'améliorer après cette défaite-là d'Holloway. 1 an plus tard, il a pris le temps de guérir, il a pris le temps de travailler certains trucs. Il est revenu de façon ultra impressionnante en début 2022. Et ça aussi, là, il faut lever notre chapeau à son équipe aussi. On a bien fait les choses, on a pris notre temps. Écoute, c'est quelque chose là, quand même là, d'avoir fait ça, d'avoir pris notre temps après une grosse défaite comme ça, puis d'être sûr et certain qu'ils soient mentalement prêts à revenir. Donc, chapeau à leur... C'est pas tous les combattants qui sont prêts à le faire, qui peuvent se permettre de le faire, de passer 1 an. Quand tu te bats pas, tu n'as pas de chèque de paye dans ce milieu-là. Donc, d'avoir pris cette décision-là de le faire. Souvent, les combattants vont vouloir revenir rapidement, trop rapidement parfois. Là, on a vraiment suivi cette voie-là jusqu'au bout et ça a finalement payé. Donc, à suivre ce qui va arriver pour Calvin Kattar qui a commencé vraiment 2022 de très très belle façon. On va passer un peu plus rapidement sur les autres combats. On va se le dire, Pat, le reste de la carte, ça n'a rien pour écrire à sa mère. Ça ne passera pas à l'histoire comme le plus grand gala de l'UFC. Hein. Non, c'est ça. On attendait. Je veux dire, la carte principale a quand même été pas si pire. Là. La carte préliminaire, c'était assez ordinaire, mais la carte principale, on a vu les gars. Il y avait beaucoup de remplaçants de dernière minute aussi, ça, il faut le dire. C'est vrai. Mais on a vu son nom, le russe là, qui s'entraîne avec Tim Alphamel. Vyacheslav Borshov. Ouais, ça, c'est une belle découverte dans cette carte-là. Il est arrivé avec du gros combat debout. Il s'est fait annoncer, mais il a bien réagi quand même. Un gars qui vient de sortir de la dernière saison pas d'Ultimate Fighter, mais de Contender. Lui, d'après moi, va être vraiment surveillé. Oui, effectivement. Borshov qui a réussi un des 2 KO de la soirée, si je ne m'abuse. Il y a eu celui chez les poids lourds aussi de Jake Collier. En fait, ça a été une soumission, là, mais après du gros ground and pound contre Chase Sherman. Mais ouais, Vyacheslav Borshov, russe. Peu de combats professionnels. Je pense que c'était son 7e, son premier à l'UFC et s'entraîne avec Team Alpha Male. Donc, ouais, effectivement, un nom à surveiller. L'a emporté avec un gros KO, là, un gros court crochet de gauche au corps, là, au foie de son adversaire. C'était beau. Peut-être parler des... Parce que c'est 2 filles qui sont classées dans le top 5 quand même. Jessica Chookagian, Caitlin Chookagian, pardon, qui a battu Jennifer Maia pour une 2e fois en 2 ans. Puis, je veux dire, tu l'as mentionné quand on était en ondes samedi, mais pour Chookagian, à part qu'elle ne gagne pas avant la limite, là, mais je veux dire, rendu à son âge, puis ça fait longtemps qu'on la connaît, c'est pas une grosse cogneuse, là, c'est une bonne technicienne. Mais elle gagne ses combats. Donc, elle était déjà 2e. Elle vient de battre la 4e. On n'est pas sur le bout de notre chaise, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit contre Jessica Andrade. Elle s'était fait complètement, on va dire, bullier. Là. Elle s'était fait anéantir par Jessica Andrade. Après, ce serait peut-être le moment de le refaire. Les deux sont classés 1 et 2 à 125 livres. Oui, exact. Puis, tu sais,
Je vais dire la comparaison avec Amanda Nunes et Julia Peña. Aujourd'hui, les femmes, ils regardent ça, puis Nunes était comme the greatest of all time. Personne ne pouvait la battre. Et là, elle a donné un peu d'espoir à Julia Peña, alors les autres combattants. Mais Julia Peña est de loin supérieure à Jennifer Maia, de loin supérieure aussi à Katlyn Chookagian. Même avec toute l'espérance que je veux, avec tout le positivisme que je veux, je vois pas personne. Peut-être à part Jessica Andrade, mais à part elle, je vois pas personne dans cette division-là être capable de battre Valentina Shevchenko. Là, en plus, Chookagian qui est rendu agente libre, donc elle a plus de contrat avec l'UFC. Et puis le problème aussi, t'en parles, elle finit pas ses combats, elle termine ses combats, elle finit pas ses combats, elle est pas super spectaculaire. Il faut pas qu'elle s'attende à avoir une grosse augmentation de son chèque de paye. C'est comme ça. L'investissement, le retour d'investissement de l'UFC envers les combattants, ben, c'est comme ça que ça marche. C'est une compagnie événementielle, l'UFC, c'est pas du sport. Là. Donc eux autres vont te donner de l'argent s'ils sont capables d'en faire avec toi. Et honnêtement, Katlyn Chookagian, je ne veux pas manquer de respect, je la connais pas personnellement, je parle en tant qu'athlète. C'est pas une combattant qui fait déplacer les foules. Là. Donc, même si elle signe avec l'UFC, j'espère qu'elle ne s'attend pas à avoir un bonus de 100 000. Là. Non, c'est ça, exactement. Donc, à suivre qu'est-ce qui va arriver avec elle. L'autre combat que je voulais peut-être aborder, c'est, parce qu'on va en parler dans quelques instants, la ceinture des poids mouches chez les hommes est en jeu cette fin de semaine. Mais il y a eu un combat important quand même pour les classements entre Brandon Royval et Rogerio Bontorin. Royval qui a eu besoin en fin de semaine de gagner. Là, lui, c'était très, très, très important pour lui. Il revenait de 2 défaites. Finalement, il est allé chercher une décision partagée contre Bontorin. Donc, pour la division, ça peut être intéressant. Il y a des adversaires potentiels là, pour des combats éliminatoires avec la performance de Royval en fin de semaine. Ben oui, puis tu sais, pour Bontorin aussi, là, il était sur 3 combats sans victoire. Donc ça, c'est une grosse défaite qui fait mal aussi. Mais il reste que, encore une fois, cette division-là, on est tellement content qu'elle soit restée, puis on regarde les combats, ils sont vraiment spectaculaires. Puis, honnêtement, je suis content du combat des poids lourds, là, le samedi, là, mais on dirait que j'ai quasiment plus hâte de voir la trilogie de Figueiredo et Moreno. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce combat-là, puis c'est un combat chez les 125 livres, ce qu'on n'aurait jamais dit il y a 5 ans. Oui. Ben regarde, parlons-en tout de suite, vu que tu viens de le dire. Commençons à mettre la table pour le UFC 270 avec cette demi-finale-là. Brandon Moreno a remporté le dernier combat entre les deux. Donc, c'est contre Deiveson Figueiredo, Pat l'a dit. Le premier combat avait été un combat nul. Le deuxième a été remporté par Brandon Moreno, par soumission. À quel genre de combat tu t'attends cette fin de semaine? J'ai vu des images de Figueiredo. Bon, c'est un bon athlète, là. Il a l'air dans une forme incroyable quand même. Hein? Oui, exact. Il y a toujours eu un peu de difficulté à faire le poids, mais là, ils nous ont dit qu'il était vraiment proche du poids, il était vraiment en bonne condition physique. Il s'en vient là avec le couteau entre les dents. C'est sûr, quand tu regardes le parcours des deux, le parcours de Moreno, il s'est fait mettre en dehors de l'UFC, il est revenu. Il ne s'est pas rendu en finale de l'ultime combattant la saison 24, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un gars qui a travaillé super fort. C'est un travailleur. Je ne sais pas qu'il travaille plus fort que les autres, mais son parcours est quand même assez inspirant. Beaucoup de monde se rallie derrière lui. C'est un favori de la foule, super charismatique, mais aussi qui est capable de se battre. Il est très bon partout. Et moi, ce que j'ai aimé lors de leur deuxième combat, tout le monde parlait de la force de frappe de Figueiredo. Il ne fallait pas se faire toucher. Puis Moreno est arrivé là, il n'y avait aucun respect pour la force de frappe de Figueiredo. Je pense que c'est ça qui a un peu mêlé Figueiredo, qu'il a vu que Moreno est en avant de lui, puis je ne l'intimide pas. On dirait que ça l'a comme dérangé un peu dans son plan de match. Là, il sait à quoi s'attendre, il est prêt. Qui va gagner ce combat-là? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Sérieusement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais j'ai comme tendance à aller du côté de Moreno encore. Peut-être l'aspect psychologique va rentrer là-dedans. Je veux dire, Moreno est devenu une star incroyable après cette victoire-là, le premier Mexicain à devenir champion du monde de l'UFC. Cain Velasquez était un Américo, comment on appelle ça? Un mec, ouais, c'est ça. Exact. Donc, pas pure laine comme tel. C'est ça. Donc, je veux dire, fait que j'espère qu'il a fait des bonnes choses. J'espère qu'il s'est entraîné comme il faut et qu'il n'a pas juste profité de son statut de star. Parce qu'on dit toujours la même chose. Tant que tu n'as pas défendu ton titre au moins une fois, est-ce que tu es vraiment considéré comme un vrai champion?
bon, ça reste, ton opinion est aussi bonne que la mienne. Là. Il reste qu'il gagne quand même. Il l'a pas volé, ça c'est sûr. Avec la soumission de l'année passée. Donc, ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai quasiment plus hâte de voir ce combat-là que le combat de poids. Est-ce que Brandon Moreno, je suis d'accord avec toi, ce qui m'impressionne le plus de lui, c'est comme son cœur. C'est pas le meilleur nulle part, mais il est bon partout. Puis, comme tu dis, sa résilience est incroyable. Je veux dire, comment expliquer que ce gars-là... Personne n'aurait pu le prédire. Là, comment expliquer que ce gars-là devienne champion à l'UFC? Là, c'est quand même assez fascinant. Là. Pour Deiveson Figueiredo... Ouais, vas-y. Dans tous les sports, il y a des histoires inspirantes. Un peu Walt Disney, c'est ça. Exact. Puis tu regardes son parcours, Colin, ce gars-là, il a voulu. Là, parce qu'il aurait pu décider d'arrêter ou d'abandonner il y a très longtemps. Puis finalement, tu regardes cette histoire-là, c'est une histoire à la Cendrillon un peu. Là, puis c'est pour ça que je pense que tout le monde se rallie un peu derrière Moreno, mais je veux dire, il ne faut pas dormir sur Figueiredo parce qu'il peut vraiment t'éteindre les lumières assez vite. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on fasse la trilogie? Je sais que ça a été pas controversé, là, mais tu sais. On s'est demandé pendant un certain temps est-ce qu'on devrait pas aller dans une autre direction parce que Figueiredo n'a pas gagné un seul des 2 premiers combats. Là. Normalement, quand on fait une trilogie, ça prend un gagnant de chaque. C'est 1-1, puis on veut départager. Ouais, là, c'est une nulle et une victoire de Moreno. Est-ce qu'on aurait pu aller dans une autre direction ou tu es entièrement d'accord avec le choix qu'on a fait? Faut pas oublier quand il y a eu combat nul, c'était Figueiredo qui était champion. Donc, il est resté champion. Et là, il a perdu son titre. Moi, je trouve ça, oui. Et c'est la trilogie moi, je pense qu'elle est là pour la bonne raison, justement pour ça, parce que, je veux dire, il est resté champion, il a perdu une fois, là, c'était à son tour d'essayer d'aller battre le champion. Que devra faire Deiveson Figueiredo pour devenir champion? Est-ce que ça passe par un KO, absolument? Parce qu'on a l'impression qu'au niveau du travail, peut-être, tu sais, au niveau... Moreno, s'il travaille sans arrêt pendant 5 rounds, s'il est plus actif, s'il est plus créatif un peu que Figueiredo... On voit ça aller à la décision. Si ça va à la décision des juges, on a tendance à penser que c'est Moreno qui a plus de chances de l'emporter, alors que Figueiredo, sa plus grosse arme, c'est vraiment, pour un 125 livres, c'est probablement le plus puissant. Donc, est-ce que ça passe vraiment par la puissance du côté de Figueiredo et c'est l'aspect qu'il devrait avoir, c'est le plan de match qu'il devrait essayer de mettre en place? Je pense que oui, mais il ne faut pas qu'il court après le knockout parce que c'est là qu'il va se faire avoir. Il y a une excellente technique aussi debout. Il n'y a pas juste de la puissance, il y a une bonne technique. Donc, à mon avis, Figueiredo doit y aller en courte combinaison, in and out, sortir de là. Au niveau de la lutte, j'ai tendance à donner avantage à Moreno. Donc, on ne veut pas se coller à Moreno. Sinon, on travaille dans le clinch, il sort tout de suite, ne reste pas trop longtemps là. Puis, des courtes combinaisons, et à un moment donné, le call va venir. Si tu cours après le call, il ne vient pas. Donc, tu travailles, puis à un moment donné, ton occasion va venir de passer un coup de puissance. Ça va être à lui de ne pas manquer cette occasion-là. Excellent. Donc, c'est la demi-finale cette fin de semaine. Championnat du monde des poids mouches masculins entre Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo. La grande finale maintenant, Pat. Moi, de mon côté, j'ai extrêmement hâte de la voir. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas été fébrile avant un combat chez les lourds comme ça. Faut dire que ça fait un certain temps que la ceinture incontestée n'a pas été mise en jeu. Là. Ça remonte à mars l'an dernier entre Ngannou et Stipe Miocic. Mais j'ai deux Français qui s'affrontent. On écrit l'histoire juste à ce niveau-là. Même si Francis Ngannou, bon, certains diront que c'est un Camerounais, c'est pas vraiment un Français, mais bon, il a quand même développé son... on connaît l'histoire. Il a développé sa technique en France, s'est retrouvé là, puis son conte de fées a commencé à Paris. Cyril Gane, un combattant que j'adore, personnellement, que je trouve... Il n'y a comme pas de faiblesse. Est-ce que tu vois la même chose que moi, là, la puissance pure et dure en Francis Ngannou contre l'agilité et un poids lourd nouveau genre, le prototype du nouveau genre de poids lourd en Cyril Gane? Absolument. Puis c'est pour ça que, écoute, j'espère me tromper, honnêtement. Là, puis, je pense que si Gane remporte ce combat-là, ça va être un long combat de 5 rounds. Ça va être un combat il va se déplacer énormément. Il ne va pas vouloir rentrer dans une guerre coup pour coup. Il va faire du light touch. Il va rentrer à l'intérieur rapide, sortir.
va te garder à distance. Donc, est-ce qu'il y a la condition physique pour faire ça pendant 5 rounds? C'est ça qu'on va voir. Je pense que oui. Il est très léger, très agile, tu as raison. Mais j'espère me tromper, mais j'espère que si Cyril gagne, je crois que ça va être par décision. Je crois que ça va être peut-être un long combat. Il va faire manquer énormément Ngannou. Mm-hmm. Ngannou, pour lui, ça fait longtemps, là, par exemple, qu'il s'entraîne avec Ousmane en lutte. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne beaucoup. Il pourrait surprendre peut-être à essayer d'aller coller et travailler au niveau de la lutte. Mais évidemment, sa puissance, c'est sa première arme. Il y a bien des choses que tu veux dans la vie, mais il y a une chose que tu veux pas, c'est de te faire toucher par Ngannou s'il te frappe. Je te le confirme, là. Ça, tu veux pas ça. Fait que oui, tu as tout à fait raison. C'est la puissance face à la technique, d'après moi. Sauf qu'on tu vois un scénario où le combat pourrait être pas nécessairement très excitant. Là. Moi, je dis je suis fébrile, j'ai vraiment hâte d'avoir ce combat-là, mais tu serais pas surpris si c'était pas nécessairement un combat aussi excitant qu'anticipé. Là. Exact, pour plusieurs raisons. Pour la raison que je t'ai dit là exactement, je pense pas que Gane va rentrer dans une guerre coup pour coup puis qu'il va vouloir prouver qu'il est le combattant le plus puissant. Le deuxième, c'est que les deux se connaissent très bien. Ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses. Il va falloir qu'ils fassent attention aussi à leurs émotions, ne pas se faire leader par leurs émotions. Donc, ils vont peut-être être un peu plus timides en début de combat, puis à un moment donné, il va falloir qu'ils ouvrent. Et aussi, écoute, il y a toujours l'aspect de Fernando Lopez aussi qui est là-dedans. Je veux dire, les deux se sont fait entraîner par Lopez. Il y a beaucoup de... Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de sentiments d'impliquer dans ce combat-là. Il y a un historique assez lourd. Un historique, exact. Donc, qui va être capable de gérer mieux ses émotions là-dedans aussi? Ça, c'est un autre aspect. Mais c'est ça. Je ne souhaite pas que ce soit un combat long et pas plate, là, mais je veux dire, pas aussi excitant qu'on s'en attend. Mais je pense que si Gane veut gagner le combat, il y a peut-être, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas le choix, là, mais je pense que ça va s'en aller vers un peu de l'anti-combat. Donc, in and out, rester loin, gagner techniquement. C'est comme ça, je pense, qu'il va gagner face à Ngannou. Puis des fois, quand tu gagnes techniquement, ça peut donner des longs combats par décision. Il avait fait un peu ça contre Rosenstrike, là, si je me rappelle bien. Gane. Et pour lui, c'est comme un 3e ou un 4e combat de suite là, où il affronte vraiment un gros cogneur. Le Rosenstrike a affronté Derek Lewis la dernière fois. Il a réussi finalement à lui passer le KO. Là, c'est la même chose contre Ngannou. Donc, il est habitué mais il n'y a personne de la trempe d'Ngannou dans tout ça. Là. C'est ça, mais honnêtement, des poids lourds, c'est pas mal juste des gros cogneurs. Là. On n'a plus des Fabricio Verdum, on n'a plus des Rogério Nogueira, on n'a plus des Frank Mir qui au sol sont très agiles avec leur jiu-jitsu. Ils sont bons, mais des gros combattants, gros jiu-jitsu en des poids lourds, il n'y en a plus. Tu as parlé de l'historique entre les deux. Peut-être te faire un petit rappel là, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec l'histoire. Francis Ngannou est arrivé du Cameroun, a été au Gym MMA Factory avec Fernand Lopez pour s'entraîner. C'est vraiment là-bas qu'on l'a bâti. Il était avec Lopez à Paris lorsqu'il a fait ses débuts à l'UFC, qu'il a gravi les échelons. Et il s'en est jamais caché. Ça a toujours été son rêve de déménager aux États-Unis et de faire carrière aux États-Unis. Pour lui, c'était le American Dream, le classique. Et le problème, c'est que et Lopez l'a toujours encouragé là-dedans. Il a même fait aller ses contacts avec des gyms aux États-Unis pour trouver une place à Francis. Le problème, ce qu'on comprend par la suite, c'est que Francis, une fois qu'il est déménagé aux États-Unis, qui a continue à connaître beaucoup de succès, il n'a jamais donné le crédit à Fernand Lopez. Il n'a jamais voulu lui donner de l'argent pour payer son membership à son gym. Il mentionnait plus son nom. C'est comme si ce chapitre-là de sa vie n'avait jamais existé et que c'était par lui-même, tout seul, aux États-Unis, qu'il avait réussi à gravir les échelons. Fernand Lopez ne l'a pas trouvé nécessairement drôle. Et tu vois que ça le Ça, c'est sa version à lui. C'est ça, c'est la version de Lopez. Je ne sais pas de défendre personne. Non, c'est ça. On n'a pas les deux versions, mais de toute façon, ça explique pourquoi ce combat-là est tellement spécial au niveau des émotions, parce que justement, à cause de Fernando Lopez qui est dans le milieu complètement de ces deux. Puis là, ajouté à tout ça, dernièrement, je ne sais pas si tu as vu les images, là, mais tu sais, en coulisses d'un gala, Francis Ngannou qui est passé devant la section des entrevues, la mix zone, comme on appelle en termes journalistiques, où il y avait Cyril Gane, Fernand Lopez et un autre combattant de MMA Factory, un ancien coéquipier de Francis Ngannou. Ngannou est passé, il n'aura jamais
donné un coup d'œil, il n'aura jamais dit bonjour et tout ça. T'sais. Ça ajoute encore à cette historique-là. Il y a du sparring, du visuel de sparring qui est ressorti dernièrement où Cyril Gane avait le dessus sur Francis Ngannou lorsqu'ils étaient tous les deux à Paris. Bref, il y a plein d'affaires. Les journalistes se régalent de tout ça. Toi, est-ce que ton opinion de Francis Ngannou a changé? Est-ce que toi, tu t'en fous complètement de cette histoire-là? Comment tu vois ça? C'est des histoires de gym. Il y en a tout le temps des histoires de gym. Des histoires de gym qui impliquent de l'argent, de la reconnaissance. Qui dit vrai au bout de la ligne, je veux dire, ça ne change rien à ce que le combat, comment que le combat va se dérouler. Puis Ngannou a dit, après, en entrevue, il dit j'ai passé devant, il dit c'était pas pour manquer de respect à Cyril Gane. Il dit c'est vraiment tout ce que j'ai fait là, c'était vraiment ignorer Lopez. C'était ça qu'il a fait. Donc, c'était pas envers. Donc, ça, il se cache pas qu'il ignore Fernand Lopez et qu'il veut rien savoir de lui. Ouais, c'est ça. Exact. En tout cas, bref, c'est ça. Vous allez en entendre parler. Il va y avoir une conférence de presse demain ou jeudi là, à l'UFC 270. Je vais parler à Francis Ngannou. J'enregistre une entrevue avec lui ce soir. Là. Vous pourrez regarder ça sur rds.ca. Je vais le questionner. J'ai questionné Cyril Gane la semaine passée lorsqu'on l'a eu en entrevue aussi. Pour lui, évidemment, un peu comme tu as dit, là, il sait que ça existe. Lui, Cyril, veut pas trop s'en mêler, ne veut pas se mettre entre Fernand et Ngannou. Évidemment, veut un peu pas venger l'honneur, mais c'est sûr qu'il aimerait ça gagner pour son coach, là, mais pour lui, ça ne devient pas l'histoire principale. Il ne veut pas que ce soit l'histoire principale de ce combat-là, que ça devienne personnel, justement, que ça change son plan de match dans l'octogone. Probablement que Francis Ngannou va me dire la même chose aujourd'hui, mais bref, c'est quand même intéressant, c'est quand même spécial et ça fait en sorte que ce combat-là est facile à vendre là, pour l'UFC, pour les promoteurs de ramener ces histoires-là. Il y a aussi l'histoire, Pat, de Ngannou et Dana White, l'organisation de l'UFC. C'est pas la joie nécessairement là, entre l'UFC et son champion poids lourd là, par les temps qui courent. Francis l'a dit publiquement, il va peut-être quitter l'UFC. Dès qu'il en a la chance, il va peut-être quitter l'UFC. Ouais, c'est tout le temps une question contractuelle, comment que les cas ils gagnent. Ngannou, il dit je me battrai plus jamais pour 500 ou 600 000 $ le combat quand il regarde. Parce que il y a sûrement des comparatifs, là, c'est sûr. Mais c'est son contrat là, il est sur son contrat. Il aimerait bien ça aller boxer également, faire une cross-promotion, qu'on appelle. Avec Tyson Fury, ouais. Est-ce que l'UFC va le laisser aller? Ça prend une permission de l'UFC aussi pour faire ça. Donc, on va voir ce qui va arriver, mais je veux dire, s'il s'en va, il va y avoir des offres un petit peu partout, mais c'est tout le temps une question d'argent, tout le temps une question contractuelle. On sait que se sont pas parlé pendant des mois et des mois. Du côté de Ngannou, il disait qu'il ne savait pas ce qui se passait, qu'il n'y avait jamais de retour d'appel on se demandait pourquoi il y a eu un championnat intérimaire, là, d'ailleurs. Là. Au mois de mars, Francis Ngannou remporte la ceinture contre Stipe Miocic. Puis tout de suite, au mois de mai, juin, on annonce un championnat intérimaire entre Derek Lewis et Cyril Gane. Attends, il y avait le combat de championnat du monde avant entre Derek Lewis et Ngannou. C'est vrai? Là, on a enlevé Ngannou. Ngannou, il est sorti en entrevue, il dit « Je ne sais même pas pourquoi je ne suis plus dans ce combat-là. » Puis là, ils ont fait un championnat intérimaire. Donc, c'est un peu... il y a beaucoup de mésententes dans cette situation. C'est ça. Puis Dana White a dit publiquement qu'il n'aimait pas beaucoup les agents, les managers de Francis Ngannou. Il a dit à plusieurs reprises qu'il est mal conseillé et tout. Bref, et pour la petite histoire, il est avec c'est parce que les propriétaires de l'UFC, c'est WME IMG, qui sont également une firme de représentation d'athlètes. Et Francis Ngannou est avec CAA, qui est les rivaux directs, la compétition directe. Donc, tu sais, il y a beaucoup de politique dans tout ça, mais c'est dommage que Francis Ngannou en fasse les frais peut-être à ce moment-là. Est-ce que ton opinion de Francis Ngannou a changé à travers tout ça? Ses frasques avec Fernand Lopez, sa façon de traiter ces personnes-là, sa façon de dire « Moi, je veux boxer, je mérite plus que 600 000 », alors que s'il fait 5 ou 600 000 par combat, c'est fort possiblement dans le top 3 des combattants les mieux payés de l'UFC présentement. Est-ce que ton opinion de lui a changé? Ou?
Non, moi je trouve qu'il a raison. Il mérite plus d'argent. C'est le champion des poids lourds. Tu regardes à la boxe, combien les poids lourds, les champions poids lourds gagnent. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose. T'es supposé être l'homme le plus dangereux de la planète. Hein? Fait que, je veux dire, oui, si contractuel, moi je vais toujours prendre du côté des combattants au niveau de l'argent qu'ils font. Le reste, honnêtement, ça ne me regarde pas parce qu'on a juste une version des faits. T'sais, on a juste la version de Fernand Lopez. Je dirais, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais je veux dire, c'est entre eux autres. Je veux dire, ça ne nous regarde pas. De deux, qui dit la vérité? Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va changer. De toute façon, honnêtement, Francis Ngannou, je ne le connais pas. Je peux pas avoir une opinion. Si ça change mon opinion sur lui, je ne le connais pas. J'ai rencontré 2 fois dans ma vie, mais c'était dans une campagne de promotion. Là. Non, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça promet quand même. Très hâte de voir ce combat-là en grande finale de l'UFC 270. Francis Ngannou contre Cyril Gane. La puissance de Francis Ngannou contre l'agilité de Cyril Gane, ça va être vraiment à surveiller. Il faut parler, Pat, de Charles Jourdain. Lorsqu'on a fait le podcast la semaine passée, ça ne s'était pas confirmé. Ça s'est confirmé dans les jours suivants. Mais Charles Jourdain qui va affronter Ilia Topuria. Espoir de premier plan, Topuria, chez les 145 livres. Et Jourdain, lui, 1 mois à peine après sa victoire contre Andrew Ewell, qui remonte dans l'octogone, a levé la main. Apparemment, il n'y avait pas une grande ligne. Là, il n'y a pas grand monde qui ont levé la main pour affronter Ilia Topuria. Charles a été un de ceux-là et c'est lui qui a... c'est ça, avec raison. Et c'est lui qui a la chance. On l'a eu en entrevue samedi. Si vous n'avez pas eu la chance de le regarder, c'est sur le site internet de RDS. Est-ce que tu as été convaincu par son explication? Est-ce que tu es d'accord avec son choix? Qu'est-ce que tu penses de toute cette situation-là de Charles qui remonte rapidement? Ben, tu sais, Charles, je l'ai dit aussi là, sur les ondes, c'est fighters fight. Je pense qu'il y a ça comme mentalité. Les combattants, ils se battent. C'est ça qu'ils font. Lui, il a une occasion d'aller se battre un gars qui est en rising star, qui est sur toutes les lèvres présentement, qui est la nouvelle star qui est arrivée. Écoute, est-ce que c'est un combat qui tu sais, puis il n'y a pas de combat facile à l'UFC. Est-ce que c'est une bonne décision? Seul le futur va nous le dire. Mais, tu sais, est-ce que c'était la bonne décision de se battre son dernier combat sur son contrat? Moi, j'avais dit que non, et je me suis rétracté au dernier podcast. Je dis, regarde, il a fait la job, ben c'est ça. Tu sais, il est capable de dealer avec cette pression-là, il est capable de livrer la marchandise quand c'est le temps. Et là, c'est sûr qu'il s'en va contre un gros adversaire. Puis, on parle toujours de sa victoire face à Do Choi. Mais tu sais, Do Choi, oui, il l'a clippé, puis c'est une grosse victoire, mais à part cette victoire-là, il y a des bonnes performances, mais il n'y a pas des grosses victoires. T'sais. Donc, ça, avec cette victoire-là face à Topuria, écoute, est-ce que c'est faisable? Absolument. Est-ce que beaucoup de monde y croit? Peut-être pas. Mais l'important, c'est pas moi, c'est pas toi qui y crois. L'important, c'est que lui, il croit, puis son équipe. Fait qu'il va y aller, puis il va donner tout ce qu'il a. Puis regarde, s'il gagne, c'est extraordinaire pour lui. Là. C'est vraiment, il vient de dérailler le train de Topuria, puis je pense que il connaît, de manière qu'il nous l'expliquait, il connaît très bien son style. Ouais. Il sait exactement à quoi il va s'attendre. Donc, regarde, je pense que c'est peut-être un combattant qui regardait depuis un petit bout, d'évoluer parce qu'il est dans sa catégorie de poids. On fait tout le temps ça. On regarde des nouveaux qui arrivent, que ça pourrait être un bon match-up au niveau du style avec nous. Charles est confiant que ça va être un bon style pour lui. Du côté de Topuria, il a dit dans les médias, il dit je pense pas que ce gars-là va t'offrir plus qu'un round. Donc, qui a raison, ben, on va le savoir samedi. Ben, les 2 derniers adversaires de Topuria n'ont pas toffé plus qu'un round. Là. Les 11 victoires, aucune défaite. 3-0 à l'UFC, une victoire par décision à son arrivée, mais ces 2 dernières sorties, 2 KO expéditifs pour Ilia Topuria. Un gars qui était reconnu en début de carrière, là, avant son arrivée à l'UFC, pour être un gars de soumission. Il a beaucoup de soumissions à sa fiche, mais là, depuis qu'il est à l'UFC, on dirait qu'il est tombé en amour avec ses coups de poing. Je ne sais pas s'il y a eu un changement au niveau de son... Ben écoute, il faut dire qu'à son dernier combat, il s'est battu contre Ryan Hall aussi, là, donc tu ne veux pas aller à terre. Non, c'est vrai, c'est un bon point, c'est ça. Il y a ça, mais il l'a knocké pareil au premier round, puis c'est ça. Fait que, il y a de la puissance, tu parlais de tes soumissions. Il y a des soumissions aussi, il est ultra complet. Donc, puis c'est un gars qui shoot double leg. Donc, si tu es prêt à faire des bons sprawls, si tu es prêt vraiment à travailler à l'intérieur, ben écoute, tu peux rester, tu peux stuffer 2-3 fois, puis c'est pas un gars qui va souvent dans les rounds plus 2 et 3. Donc, si tu es capable de mettre un doute dans la tête en faisant 2-3 bons sprawls, ben écoute, ça peut virer en ta faveur.
il y a aussi l'aspect, Pat, il n'y a pas grand-chose à perdre, Charles, j'ai l'impression, dans ce combat-là. Ça va être le premier combat de son nouveau contrat. Il dépanne l'UFC, donc gagne des points à ce niveau-là. Personne ne s'attend vraiment à ce qu'il gagne. Donc, je veux dire, il y a vraiment tout à gagner. Peu à perdre. Non, t'es pas d'accord. Toujours. Comment tu perds? Attends, on va brancher mon ordi, ben je vais te perdre. Ça va là. Vas-y. Ça va là. Ah, les classiques de la télé en direct ou du podcast en direct. All right. OK. Tu sais, ça dépend toujours comment que le combat il va. Tu sais, on croise tous nos doigts que ça va bien aller. C'est sûr et certain. Tu sais, ça dépend toujours, tu sais, si... Et là, je veux pas jinxer, puis je souhaite que ça n'arrivera pas, je ne souhaite pas. Tu sais, c'est jamais fait finir non plus. Juste une fois, là, par Erosa, par soumission. Mais tu sais, s'il se fait toucher solidement, tu sais, des fois, des grosses défaites, que tu t'es fait dominer ou que tu t'es fait knocker solide, tu sais, ça peut changer une grosse carrière. Moi, j'ai très confiance en Charles. Tu sais, je pense que c'est un gamer, c'est un gars qui a beaucoup de courage, c'est un gars qui a de l'audace. Ici, on peut le dire, là, c'est un gars qui a des couilles, des grosses couilles là, quand même pour affronter pour y à 10 jours de la vie de même. Il n'y a pas grand monde qui a levé la main et dit « OK, on va y aller. » Là. Non, ça ne se bousculait pas aux portes. Donc, tout dépendamment comment ça va aller, c'est sûr que c'est dur à dire qu'il n'y a pas grand-chose à perdre parce que même si Topuria n'est pas plus classé dans le top 15, oui, c'est une rising star, on le connaît bien. Mais je dis, il reste que c'est un combattant qui est dans la trempe de Charles aussi. Est-ce que à peu près le même âge. Exact. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que Charles? Tu regardes ses victoires avant. C'est sûr qu'il est sur une meilleure séquence. C'est peut-être plus spectaculaire ses dernières victoires, mais tu regardes comme tel leur fiche, tu regardes leur âge, tu regardes leur classement. Ça ressemble quand même. Oui, tout à fait, effectivement. Puis ce sport-là, on le répète souvent, mais on le dira jamais assez. Là, je veux dire, c'est pas du curling là, ou c'est pas du golf. Là, je veux dire, c'est une défaite violente, ça peut... On n'a jamais rien à perdre, en fait, lorsque la porte de l'octogone se ferme. Exact. Je trouve ça drôle de cette expression-là. Je veux dire, le gars, il s'en va se battre, il dit « Ouais, mais de toute façon, il n'y a rien à perdre. » C'est pas vrai. En tout cas, ça dépend toujours de mais il y a toujours un danger. Dans l'entrevue avec Charles, le dernier coup, il dit « Je m'en vais pas là pour gagner, je m'en vais pas là pour perdre, je m'en vais là pour être le meilleur. » Si cette mentalité-là est confortable avec ça, tant mieux. On n'a pas toutes les mêmes mentalités pour nous pousser vers l'avant. Mais je me dis dans ta tête, il ne faut pas être l'option de perdre. Il faut que tu aies l'option juste de gagner. Puis c'est peut-être ça qui va te faire donner un deuxième souffle si tu es vraiment dans le trouble. À la place de dire au moins je suis venu, puis je l'ai essayé. C'est ça. Ouais. Rendu à ce niveau-là, t'essayes plus. Là. T'es là pour être le meilleur. Mais Charles a toujours eu et il a encore une mentalité un peu différente qu'il explique très bien. Puis dans chaque entrevue, il est très, très, très généreux. Il explique ça. Donc, on va lui souhaiter quand même la meilleure des chances. Ça risque d'être... mais oui. Ça risque d'être présenté. On souhaite la meilleure. Puis écoute, il m'a dit, si il passe à travers Topuria, ça pourrait être une lancée incroyable avec sa confiance, avec ce qu'on va voir de lui. Écoute, ça peut être un game changer complètement dans sa carrière, ce combat-là avec une victoire. Entièrement d'accord. On sait pas encore, on n'a pas la carte officielle. Je porte à croire que ce sera quand même présenté ce combat-là, Topuria Jourdain, sur les ondes de RDS2. Non, c'est pas vrai, c'est RDS Info cette fin de semaine. C'est la carte principale, ceux qui écoutent le podcast ici, là, c'est pas de notre faute, c'est sur RDS Info. Okay? La pré-carte sur RDS Info, c'est pas nous qui décident. Okay? C'est des affaires contractuelles. Il y a le tennis, il y a le football qui va là-dessus. Le football, en tout cas. Ouais, c'est les éliminatoires du football et les internationaux d'Australie. Exactement. Donc là, on est à RDS Info. Vous pouvez vous abonner, un abonnement de une seule journée pour regarder la pré-carte si Charles est sur la pré-carte. Donc, une seule journée sur le RDS Direct. Sur le web. RDS Direct, vous vous abonnez juste pour une seule journée. Et je ne fais pas de la vente sous pression, je vous dis juste comment ça marche. Là. Envoyez-moi pas des messages, puis à toutes les semaines, c'est la même chose, comme si moi, je pouvais faire grand-chose.
je peux rien faire. OK? C'est pas moi qui décide de l'horaire télé. On est sur RDS Info. Vous le savez, là. Passez le mois à vos amis. On est mardi. Vous avez le temps de passer le mois pour savoir où est-ce que le combat va être. Bref, tout ça pour dire qu'on ne sait pas encore si Charles va être sur la carte principale ou sur la carte préliminaire. Carte préliminaire, comme d'habitude, sur les ondes de RDS Info ou RDS Direct de 20 à 22 heures. Et l'UFC 270, après ça, la télé à la carte dès 22 heures. Pat va être là, j'y serai pour la description. On va être accompagné de Valérie Letourneau cette fin de semaine. Et toutes les autres fins de semaine, quand il y aura des galas pay-per-view, c'est Valérie Letourneau qui sera la troisième membre de l'équipe de l'UFC cette année. Avant de te laisser partir, Pat, le seul dossier que je voulais aborder avec toi et rapidement, c'est ça m'a fait sourire un petit peu. Puis j'aime pas particulièrement Henry Cejudo. Je veux dire, j'ai rien contre lui, là, mais ça n'a jamais été mon combattant préféré, ma personne préférée non plus. Mais il y avait un méchant bon point quand il a dit, quand Dana White il a levé la main pour dire je veux avoir la chance je suis prêt à me battre contre Alex Volkanovski quand il cherchait un adversaire. Je veux devenir champion dans une troisième catégorie de poids. Je suis prêt, donnez-moi la chance. Dana White a dit, ben non, là, il peut pas faire ça, il est en retraite, il peut pas arriver et dire on peut pas lui donner tout de suite une chance dans une autre catégorie, la catégorie de poids plus haut, là, ça marche pas de même. Puis c'est Udo qui dit, ah ouais, Georges Saint-Pierre, lui, pourquoi tu y as donné? Tu dis, il a raison. Oui, il a raison sur certains points. C'est pas parce qu'il y a des choses qui rentrent en ligne de compte aussi. S'il a pris sa retraite, il est sorti du pool de USCDA. Donc là, il faut qu'il réentre dans ce pool-là. Est-ce qu'il est vraiment envoyé sa lettre de retraite? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est encore sous le système de l'USCDA? Ça, c'est une autre chose aussi. Et ce combat-là contre Georges, c'était pas un combat last minute. C'est un combat qui était préparé d'avance depuis longtemps. Là. Donc, c'est pas un changement de dernière minute non plus. Donc, c'est sûr que on va donner, je pense que pour Dana White, on va donner la chance à du monde qui sont déjà dans la catégorie avant d'amener quelqu'un d'autre à l'extérieur. Puis de la manière aussi, je ne sais pas c'est quoi la relation avec Henry Cejudo, mais de la manière ça s'est passé aussi, de la manière qu'il est parti. Je ne suis pas sûr que l'UFC était très content de la manière ça se passe. Mais tu sais, il y a un bon point là, il parlait de Georges, mais c'est deux situations complètement différentes. Mais Dana White de dire qu'on peut pas faire que ça se fait pas, qu'on peut pas faire ça. Je veux dire, faut pas nous prendre pour des valises non plus. Là. Je veux dire, si ça avait été Conor McGregor là, qui avait dit Conor McGregor, Kamaru Usman a besoin d'un adversaire à dernière minute pour un combat à 170 livres. Puis Conor McGregor lève la main et il dit je vais y aller, moi. C'est sûr qu'on lui donne. Là. Je veux dire. Ah, c'est sûr. Si c'est moi, ils vont dire non. Mais si c'est Conor, ils vont dire oui. Ils vont s'arranger. Ils vont s'arranger pour que ça passe. Mais oui, t'as raison. C'est du cas par cas, mais c'est ça. J'allais dire c'est la beauté du sport. C'est la beauté d'être. C'est la réalité. Exactement. C'est la réalité de l'UFC. Pas du sport, mais de l'UFC. Exactement. Donc, je voulais avoir ton opinion là-dessus, mais ça m'a fait sourire. Je suis pas particulièrement déçu qu'Henry Cejudo ne revienne pas à 145 livres contre Alex Volkanovski. Je suis très content que Korean Zombie ait sa chance en combat de championnat. Hâte de voir ça. C'est juste que ces jeux politiques-là ou ces jeux de relations publiques-là sont toujours parfois intéressants malgré tout. Patrick Côté, merci énormément d'avoir pris le temps. Tu peux recharger ton ordinateur. On se voit nous samedi. Merci tout le monde d'avoir été là. On se donne rendez-vous comme d'habitude à la télé cette fin de semaine. Sinon pour un autre épisode de Dans la cage mardi prochain. Ciao tout le monde. Bye.